Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un des concepts les plus importants de la programmation procédurale qu'on appelle les fonctions. Une fonction est un sous-programme qui est composé d'un ensemble d'instructions permettant de réaliser un traitement spécifique. L'objectif est de pouvoir réutiliser cet ensemble d'instructions sans avoir à les réécrire à chaque fois où on va en avoir besoin. En effet, dans certaines situations, on a besoin de répéter un traitement à divers endroits d'un même programme. Du coup, au lieu de dupliquer le code à chaque fois, il suffit de le déclarer à l'intérieur d'une fonction et de l'appeler en cas de besoin. L'objectif est de permettre la structuration des différentes parties du code en subdivisant le code du programme en plusieurs fonctions. Aussi, cela va produire un code qui est plus optimisé en mettant les codes qui se répètent au sein de fonctions. Pour ce qui est de la définition générale, on dit qu'une fonction est un bloc de code C indépendant, référencé par un nom, qui réalise une tâche précise et qui peut renvoyer une valeur au programme qu'il a appelé. On va décortiquer cette définition pour plus d'éclaircissement. Dans la première partie de la définition, on dit qu'une fonction est un bloc de code indépendant, c'est-à-dire qu'une fonction peut effectuer sa tâche avec ou sans échange avec une autre partie du programme, qui peut être une autre fonction. Dans la deuxième partie de cette définition, on dit qu'une fonction est référencée par un nom, qui est un identifiant pour utiliser la fonction au sein du programme, pour exécuter différentes instructions qui y sont incluses. Dans la troisième partie, on dit qu'une fonction réalise une tâche précise, qui est une unité de base de travail réalisée par le programme. C'est une tâche granulaire tout simplement. Et enfin, dans la dernière partie, on dit qu'une fonction peut renvoyer une valeur au programme qu'il a appelé. Cela veut dire que la fonction peut retourner une valeur qui, comme on va le voir, est explicitée avec l'instruction return, qui est récupérée par la fonction qu'il a appelée et qui peut être la fonction principale main. Ainsi, votre programme peut être subdivisé en plusieurs tâches. Chacune de ces tâches est programmée dans une fonction à part qui est appelée par la suite pour exécuter ces traitements. En langage C, une fonction possède une structure et une syntaxe précises. En effet, on retrouve dans une fonction deux parties importantes, qui sont l'interface, ou ce qu'on appelle aussi le prototype, et le corps de la fonction, qui contient le bloc d'instructions à exécuter à chaque fois que la fonction est appelée, et elle est entourée entre deux accolades, une ouvrante et une autre fermante. Pour ce qui est de l'interface de la fonction, elle est composée de plusieurs informations importantes. On retrouve l'identifiant de la fonction, précédé par son type de retour. Comme on l'a dit dans la définition, une fonction peut renvoyer une valeur. Et cette valeur possède un type qui peut être un entier, un réel ou un autre type qu'on doit expliciter au début. Ensuite, on spécifie la liste des paramètres de la fonction, ou ce qu'on appelle aussi les arguments. Chaque paramètre est spécifié avec un nom et un type. Et l'ensemble des paramètres est entouré par des parenthèses et séparé par des virgules. À titre d'information, une fonction peut avoir un ou plusieurs paramètres ou ne pas en avoir. Comme elle peut renvoyer une valeur ou ne rien retourner, tout simplement. Dans le cas où votre fonction ne va retourner aucune valeur, on utilise le mot-clé void pour signaler cela, ce qui signifie aucun type. Et dans le cas où votre fonction devra retourner une valeur, alors on spécifie le type de retour juste avant le nom de la fonction et l'instruction return avec une valeur à retourner et qui doit apparaître dans le corps de la fonction au moins une fois. Aussi, il est très important que le type de la valeur retournée corresponde au type déclaré. Autrement, vous risquez d'avoir des surprises lors de l'exécution de votre programme. Dans la suite, on va voir plusieurs exemples de fonctions avec différents cas de figure. Dans le premier exemple, on a créé une fonction qui possède deux paramètres de type int, appelés a et b. Je tiens à signaler que même si les deux paramètres sont de même type, vous n'avez pas le droit de regrouper leurs déclarations. Chaque paramètre avec son propre type. Aussi, cette fonction est nommée addition et ne va rien retourner. C'est pour cela qu'on a mis void avant le nom de la fonction.
Dans le corps de la fonction entre les accolades ouvrantes et fermantes, on a déclaré une variable de type int appelée sum, à laquelle on a affecté le résultat de l'opération a plus b. Ensuite, avec la fonction printf, on a affiché le contenu de la variable sum sur l'écran. Dans le second exemple, on a une fonction avec un seul paramètre et sans valeur de retour. La fonction s'appelle x2 et possède un argument de type int nommé c. Dans le corps de la fonction, on a déclaré une variable appelée le double qui est aussi de type int et à laquelle on a affecté le résultat de l'opération de multiplication de c par 2. Enfin, avec la fonction printf, on a affiché le contenu de la variable, le double, sur l'écran. Dans le troisième exemple, on a une fonction sans paramètre et qui ne retourne rien. La fonction est appelée lire et afficher et comme je viens de le dire, elle ne possède aucun argument. Dans ce cas de figure, on laisse les parenthèses après le nom de la fonction vides. Dans le corps de la fonction, on a déclaré une variable appelée e de type int et pour laquelle on a lu une valeur depuis l'entrée standard via scanf et qu'on a par la suite affichée sur l'écran. Dans le quatrième exemple, on a une fonction avec plusieurs paramètres et qui retourne une valeur. La fonction s'appelle addition et possède deux arguments de type int nommés a et b. Aussi, la fonction possède comme type de retour int. Dans le corps de la fonction, on a déclaré une variable de type int appelée sum et qu'on a initialisée avec le résultat de l'opération d'addition de a et b. Ensuite, en utilisant l'instruction return, on a retourné la valeur de la variable sum. Comme je l'ai signalé, la valeur retournée doit être de même type que le type de retour. Dans cet exemple, on a retourné la valeur de la variable sum qui est aussi de type int. Dans ce cinquième exemple, on a créé une fonction nommée x2 qui possède un seul argument appelé c et qui est de type float et qui retourne une valeur qui est aussi de type float. Dans le corps de la fonction, on a déclaré une variable appelée le double de type float qui reçoit comme valeur le résultat de la multiplication de c par 2. Enfin, la valeur de la variable double est renvoyée via l'instruction return. Pour ce dernier exemple, on a créé une fonction appelée doubler qui ne possède aucun paramètre et qui retourne une valeur de type int. Dans le corps de la fonction, on a déclaré une variable de type int appelée e pour laquelle on a lu une valeur depuis l'entrée standard avec scanf. Ensuite, on a retourné le résultat de l'opération de multiplication de e par 2. L'instruction return peut être associée à une valeur, une variable, une expression ou l'appel d'une fonction qui retourne une valeur. Quelle que soit l'expression de retour, le type renvoyé devra correspondre au type explicité avec le nom de la fonction. Après la création de la fonction, on aura à l'utiliser pour exécuter ces traitements. Pour ce faire, on utilise le nom de la fonction avec des paramètres dont le nombre et le type doivent correspondre aux arguments signalés dans la déclaration de la fonction. De plus, il n'est pas possible d'appeler une fonction avant sa déclaration. Pour appeler une fonction qui ne retourne aucune valeur, on utilise le nom de la fonction, suivi de la liste des paramètres, entre parenthèses, qui peuvent être des valeurs, des variables, des opérations ou des appels à d'autres fonctions, sans oublier le point-virgule à la fin. Dans le cas où l'on veut appeler une fonction qui renvoie une valeur, on utilise la même syntaxe précédente, avec le nom de la fonction et la liste des paramètres entre parenthèses. La différence est qu'il est possible de récupérer la valeur retournée et de l'utiliser pour l'affecter à une variable, l'utiliser dans une opération ou l'afficher sur l'écran. On va voir quelques exemples d'appels de fonctions. On reprend l'exemple de la fonction x2 qui prend en paramètre un entier de type int nommé c et affiche avec printf cet entier multiplié par 2. Pour appeler cette fonction, il suffit de spécifier son nom avec une valeur entre parenthèses. Ainsi, on peut écrire x2 et entre parenthèses la valeur 50. Ceci va exécuter les traitements de la fonction avec la valeur 50 pour le paramètre c et afficher la valeur 100 sur l'écran. Il est aussi possible d'appeler la fonction avec une variable initialisée en paramètres. Par exemple, on déclare la variable v de type int qu'on a initialisée avec la valeur 150. En écrivant x2 avec la variable v entre parenthèses, cela va exécuter les traitements de la fonction en copiant le contenu de v qui est 150 dans le paramètre c et afficher la valeur 300 sur l'écran.
On reprend l'exemple de la fonction addition qui permet d'additionner deux variables de type int passées en paramètres et de retourner le résultat. Il est possible d'utiliser la fonction en l'appelant avec deux valeurs, par exemple 100 et 50, et de mettre le résultat qui est 150 dans une autre variable appelée s en écrivant int s égale addition 100,50. On peut aussi utiliser la fonction addition directement comme paramètre pour printf et afficher directement la valeur retournée par l'appel de la fonction en écrivant printf %i, parce que la fonction va retourner un entier de type int, virgule, addition de 3 et 37, et cela va afficher 40 sur l'écran. Il est aussi possible d'appeler une fonction comme paramètre pour une autre fonction. On peut par exemple utiliser la fonction de l'exemple précédent x2 et lui donner comme paramètre la fonction addition avec comme argument les valeurs 5 et 50. Donc le résultat est 55 qui sera multiplié par 2 et affiché sur l'écran par la fonction x2. D'un autre côté, il est possible de faire ce qu'on dénomme un appel récursif d'une fonction. C'est tout simplement une fonction qui s'appelle elle-même dans ses traitements. L'objectif est de résoudre certains problèmes particuliers. On peut voir cela comme un chien qui tourne autour de lui-même pour essayer d'attraper sa queue. Et dans ce cas-là, on aura deux possibilités. Soit le chien arrive à attraper sa queue, soit il se fatigue et s'arrête. Une fonction récursive est à peu près la même chose. Elle va s'appeler elle-même jusqu'à atteindre un objectif qui va faire qu'elle ne va plus faire un autre appel récursif. Ou bien jusqu'à épuisement des ressources, ce qui risque de provoquer une erreur système. De manière générale, la récursivité est une manière simple et élégante pour résoudre certains problèmes algorithmiques, notamment en mathématiques. Mais il faut faire très attention au fait qu'elle ne peut pas être utilisée pour n'importe quel problème. Pour ce qui est de la syntaxe, un appel récursif est la même chose qu'un simple appel normal. La différence réside dans le fait que l'appel récursif se fait à l'intérieur du corps de la fonction elle-même. Pour mieux comprendre cette notion de récursivité, on va voir un exemple dans lequel on va calculer le factoriel d'un entier n. Comme vous le savez, n factoriel est égal à n fois n-1 fois n-2 et ainsi de suite jusqu'à 1, avec 0 factoriel égal à 1. L'implémentation classique de ce problème va consister à faire un traitement itératif en utilisant une boucle. On va partir sur devc++ pour implémenter la fonction. On va dire qu'elle va retourner un entier de type int. On va l'appeler factoriel. Et elle va prendre comme paramètre un entier qu'on va appeler par exemple n. Ensuite, on va initialiser une variable qu'on va appeler f à 1. Pourquoi? Parce que 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc ensuite, on va créer une boucle. Une boucle for int i égale n. On va commencer de n. I supérieur ou égal à 1. I moins. Et à chaque itération, on va multiplier i fois f. C'est-à-dire qu'on va mettre f étoile égale i. Et quand on va finir, on va mettre return f tout simplement. On va tester tout ça avec une fonction principale main. Je vais mettre par exemple int a égale factoriel de 5 par exemple. Et je vais l'afficher sur l'écran. Pourcentage d a. Et on va tester tout ça. Là, comme vous le voyez, ça a donné 120, qui est la valeur du factoriel de 5. Si on veut utiliser la récursivité pour calculer le factoriel d'un entier positif, on va supposer que notre fonction pour le calcul du factoriel s'appelle fact. Fact de n est équivalente à n fois fact de n-1. Et fact de n-1, elle est équivalente à n-1 fois fact de n-2. Et fact de n-2 est équivalente quant à elle à n-2 fois fact de n-3. Et ainsi de suite
jusqu'à arriver à 3 fois fact de 2. Cette dernière est équivalente à 2 fois fact de 1 qui est égal à 1. Comme vous le remarquez, une fois arrivé à 1, la fonction fact ne va plus faire d'appel récursif. C'est une chose qui est très importante dans les fonctions récursives, pour éviter à ce que la fonction ne fasse des appels récursifs à l'infini, ce qui risque de provoquer une erreur système par manque de ressources, parce que la fonction va s'appeler elle-même à l'infini. On va continuer sur le code précédent et ajouter une nouvelle fonction pour implémenter le calcul du factoriel de manière récursive. On va créer une autre fonction qui va elle aussi retourner un entier qu'on va appeler factoriel récursif et qui va prendre comme paramètre un entier n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement un return n fois factoriel récursif de n moins 1 pour implémenter la logique que je viens d'expliquer. Néanmoins, il faut faire attention à la condition d'arrêt parce qu'avec ce que je viens d'écrire, la fonction va s'appeler elle-même à l'infini jusqu'à épuisement des ressources comme je l'ai dit. Donc, il faudra prévoir un cas où la fonction ne va plus s'appeler elle-même. Donc, ce cas-là, c'est quand n sera égal à 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. If n supérieur strictement à 1, on va faire l'appel récursif. Sinon, si n est égal à 1, ou bien n égale à 0, on va mettre return 1. Ça, c'est le cas où la fonction ne va plus s'appeler elle-même. Donc là, on va traiter que ces deux cas. Le reste des cas concerne les valeurs négatives. Or, comme vous le savez, on ne peut pas calculer le factoriel d'un nombre négatif. Du coup, on va laisser ce cas à part. Donc ça, c'est tout ce qu'il fallait faire pour le traitement récursif. On va le tester. Je vais ajouter un anti-n ici. Et je vais créer une autre variable b à laquelle je vais affecter le factoriel récursif aussi de 5. Comme ça, on va comparer les deux résultats obtenus. Et je vais mettre un printf, pourcentage d, et je vais afficher la valeur de b. On va compiler et exécuter. Là, comme vous le voyez, les deux résultats, que ce soit pour l'appel de la première fonction ou de la deuxième fonction, retournent tous les deux la valeur 120 qui est la valeur du factoriel de 5. Mais comme vous le voyez, avec deux méthodes différentes. La première qui était une méthode classique avec une simple boucle et la seconde manière avec un appel récursif. Le dernier principe que je vais présenter sur les fonctions est celui du passage de paramètres. En effet, quand vous appelez une fonction, il se peut que vous ayez à lui donner des paramètres pour qu'elle puisse fonctionner et exécuter ses traitements. Cette opération est ce qu'on appelle le passage de paramètres. Le langage C distingue entre deux types de passage de paramètres. Le passage par valeur qui consiste à donner à la fonction des valeurs qu'elle copie et utilise, et le passage par adresse qui consiste à faire passer non pas des valeurs, mais des adresses mémoire auxquelles la fonction aura un accès direct. On va détailler chacun de ces types de passages dans la suite. On commence par le plus simple, qui est le passage par valeur, pour lequel la valeur de l'expression passée en paramètre est copiée dans une variable locale. Cette variable est utilisée pour faire des calculs dans la fonction appelée. Et si l'expression passée en paramètre est une variable, son contenu est copié dans la variable locale. Aussi, il est important de signaler qu'aucune modification de la variable locale dans la fonction appelée ne va modifier la variable passée en paramètre, parce que ces modifications ne s'appliquent qu'à une copie de cette dernière. Concrètement, si vous créez une fonction avec des paramètres dont elle va avoir besoin pour exécuter ces traitements, lors de l'appel de la fonction, on parle de passage par valeur si vous donnez comme paramètre à la fonction des variables, qui bien sûr devront être déclarées et initialisées avec des valeurs. Ces variables passées en paramètres possèdent des adresses mémoire, on va dire par exemple 1000 pour la variable x et 1500 pour la variable y.
Avant l'exécution de la fonction, des copies seront créées pour les variables x et y, qu'on va placer dans deux autres espaces mémoire. Par exemple, 9000 pour la variable x et 3601 pour la variable y. Et c'est en utilisant ces copies que les traitements dans la fonction vont s'exécuter. Et si ces traitements modifient l'un des paramètres de la fonction, cette modification ne va s'appliquer que sur la copie et ne touchera en aucun cas la variable passée en paramètre. Et dans le cas où vous voulez modifier le contenu de la variable passée en paramètre, il faut utiliser ce qu'on appelle le passage par adresse. Cette technique consiste à passer non plus la valeur des variables qu'en paramètre, mais à passer les variables elles-mêmes. Donc il n'y a plus de copie, plus de variable locale, et toute modification dans la fonction appelée entraîne la modification de la variable passée en paramètre. Pour mettre en place cette technique, il faut précéder les identifiants des paramètres concernés par le caractère étoile ou astérisque. C'est une notation qui permet de déclarer ce qu'on appelle un pointeur, qui est une variable qui contient une adresse mémoire, et non pas une simple valeur. On va détailler, Inch'Allah, ce principe dans une prochaine vidéo. Ensuite, lors de l'appel de la fonction, on va faire passer les adresses mémoire des variables en précédant leurs identifiants par l'opérateur et qui permet, comme on l'a déjà dit, de récupérer l'adresse mémoire d'une variable. En supposant par exemple que la variable x possède l'adresse 9500 et y l'adresse 6000, l'exécution de la fonction va se faire en accédant directement aux adresses mémoire des variables passées en paramètres, ce qui va lui permettre de modifier leur contenu. Pour bien comprendre la différence entre ces deux modes de passage, on va implémenter un exemple sur l'environnement dev C++. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui va permuter deux variables passées en paramètres. La fonction ne va rien retourner. On va l'appeler par exemple permuter. Elle va permuter deux variables qu'on va appeler respectivement A et B qui seront toutes les deux de type int. On va utiliser l'approche classique de permutation de deux variables en utilisant une troisième variable intermédiaire qu'on va appeler C par exemple, dans laquelle on va cacher l'une des deux valeurs. On va par exemple y mettre A. Ensuite, on va mettre le contenu de B dans A. Et enfin, mettre le contenu de C dans B. On va tester notre fonction. Je vais créer deux variables x et y que je vais initialiser respectivement avec les valeurs 90 et 1. On va afficher les valeurs de x et de y avant et après la permutation. Donc avant, on va mettre x égale pourcentage d et y égale pourcentage d. Et je vais donner les valeurs respectives de x et de y. Ensuite, je vais appeler la fonction permuter en lui donnant x et y comme paramètres. Et par la suite, je vais reprendre le même message en changeant avant par après. Je vais ajouter un retour à la ligne à ce niveau-là. Et je vais retester tout ça. Donc là, comme vous le voyez, les valeurs avant et après de x et y n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a utilisé dans la fonction permuter un passage par valeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la valeur de x, il l'a copiée dans A. Et pareil pour la valeur de y, il l'a pris et il l'a copiée dans B. Donc la permutation qui s'est effectuée, c'est effectuée pour les variables locales à la fonction permutée qui sont A et B. Donc si on tente d'afficher les valeurs à l'intérieur de la fonction, on va voir qu'elles ont bien et bien été permutées. Mais par contre, x et y, elles n'ont pas été permutées parce que tout simplement, on n'a pas accédé aux adresses mémoire où se trouvent les valeurs de x et y. On n'a fait que copier leur contenu et l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les valeurs de A et de B avant et après. Je vais mettre A, je vais mettre B, et pareil ici, A, B.
Je vais mettre un anti-slash t seulement pour l'affichage. Je vais mettre ça avant et je vais faire la même chose après. J'ajoute un anti-slash n ici, un autre là. Ensuite, je compile et j'exécute. Alors, là, quand vous le voyez, x et y n'ont toujours pas été permutés. Mais quand vous le voyez pour les variables locales à la fonction a et b, elles ont bel et bien été permutées. Au début, a qui avait la valeur de x est devenu 1 et b qui avait la valeur de y est devenu 99. Donc ce qu'on a fait dans cet exemple, c'est qu'on a permuté uniquement les variables locales à la fonction permutée. En l'occurrence, les variables a et b. Les variables x et y utilisées pour l'appel de la fonction n'ont pas été touchées parce qu'on n'a fait que copier leur contenu. Alors, dans ce cas de figure, ce qu'il faudra utiliser, c'est un passage par adresse. Parce que là, l'objectif, c'est de toucher au contenu des variables passées en paramètres. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la première fonction et je vais déclarer une deuxième fonction que je vais appeler permuter 2, par exemple. Et là, je vais mettre, comme on vient de le voir, je vais mettre étoile A et int étoile B. Donc le étoile, comme je viens de le dire, il permet de déclarer ce qu'on appelle un pointeur, qui est une variable qui contient une adresse mémoire et non pas une seule valeur. Et on va faire le même traitement que tout à l'heure. Je vais mettre int c égale étoile A. Après, on va mettre étoile A reçoit étoile B. Et enfin, étoile B reçoit C. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction permuter 2 sur x et y. Donc, c'est la fonction dans laquelle on a utilisé un passage par adresse. Donc, la deuxième modification qu'il faudra faire, c'est qu'on a besoin de faire passer les adresses mémoire des variables x et y et non pas leur valeur. Donc, c'est le rôle du passage par adresse. On doit passer les adresses mémoire pour qu'ils puissent accéder directement à cet espace et faire tous les traitements souhaités. On va tester tout ça. Comme vous le voyez, dans ces traitements, les valeurs de x et de y ont été bel et bien permutées en utilisant le passage par adresse. Parce que comme je viens de le dire, il a accédé aux adresses mémoire respectives de x et de y et il a changé leur contenu. C'est tout pour cette partie sur les fonctions. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des pointeurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.